Alors, ce roman commence au port de Bizerte, en Tunisie. Donc, parlez-nous un peu d'abord de ce lieu. Comme vous voulez, c'est vous le maître de cérémonie. C'est vous qui posiez les questions au départ. Ça... Non, c'est bon. Comme j'étais journaliste, c'est moi qui ai posé les questions. C'est pour ça que je dis ça. C'est une belle époque. On y reviendra. Donc, parlez-nous de ce lieu fascinant, cette lagune entre eau de mer et eau douce. Pardon? Oui. C'était ailleurs. Parlez-nous de ce lieu fascinant, de cette lagune entre eau de mer et l'eau douce. Comment vous l'avez appréhendé? Ouais, j'ai une passion pour la mer qui date de ma toute petite enfance. C'est-à-dire que j'ai lu très vite. Parce que chez moi, tout simplement, mon père avait eu l'idée géniale de faire une bibliothèque qui suivait les contours de l'appartement et qui était à portée d'enfant. C'est-à-dire, on marchait à quatre pattes et on prenait des livres qu'on voulait. Donc, c'est la tentation quand vous avez un livre sous la main. Bon. Donc, je crois qu'à 7-8 ans, je lisais couramment des trucs un peu compliqués. Et je m'étais passionné pour les premiers livres que j'ai lus étaient des livres qui se passaient au bord de la mer ou sur des bateaux, l'île au trésor, le capitaine Nemo, enfin, des choses comme ça. Et on habitait à ce moment-là près de la Seine. Et c'était une époque où les péniches naviguaient la nuit, elles avaient le droit de naviguer la nuit, et elles faisaient couiner leurs sirènes. Et moi, dans mon lit, quand j'entendais une péniche, je m'imaginais être sur un paquebot, et je trouvais que c'était la plus belle vie du monde, c'était de dormir sur un bateau. J'étais amoureux des bateaux, amoureux de la mer, mais je ne la connaissais pas encore vraiment. La mer que je connaissais, si on nous emmenait, papa nous emmenait l'été à Deauville, mais je pense que vous connaissez Deauville, c'est une belle ville, j'adore Deauville. Mais la mer à Deauville, c'est pas vraiment la mer, d'abord il faut savoir où c'est loin. Il faut des jumelles pour la trouver, et puis il faut courir vite pour l'attraper, et puis c'est plat. Sans faire de comparaison malvenue, c'est un peu le lac d'Enghien, la mer à Deauville. J'ai pas osé. Ou le lac d'Enghien, c'est un peu la mer. Donc, j'avais pas une idée précise de ce que c'était. Puis j'avais un petit copain dont les parents avaient une maison dans le Cotentin, un petit village au bas d'une falaise, qui donnait sur la mer, la Manche, et une partie qui était particulièrement rocailleuse. Un été, il m'a invité à passer l'été chez lui dans cette maison. J'avais 10 ans, 11 ans. Et quand on est arrivé le soir tombant devant la maison du copain en question, j'ai entendu un bruit lointain mais méchant, une sorte de grondement de fauve. Il s'appelait Michel. Alors j'ai dit, Michel, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ce qu'on entend là, c'est la mer. Alors je suis non, excuse-moi, mais la mer, je connais, Deauville, ça fait pas ce bruit-là, ça fait... Et là, c'était vraiment un grognement terrible. Et en regardant, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était de l'eau, mais des colonnes d'eau, ça se jetait sur les rochers, ça faisait de la mousse, c'était tout à fait effrayant, mais ça ressemblait à la mer dont on parlait dans mes livres. Donc ça a été là le coup de foudre total et absolu pour la vraie mer, celle qui gronde, celle qui est fâchée, celle qui prend des vies, celle qui donne aussi beaucoup de bonheur par son spectacle. Et j'ai décidé que la mer serait mon amie. Ce qu'elle a été, ce qu'elle est toujours, je vais beaucoup moins sur l'eau parce que c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que je la retrouve dans mes livres et je crois que je n'ai pas écrit un seul livre où il n'y ait pas de bateau. Alors là, un bateau, donc on a un cuirassé qui arrive dans ce port de Bizerte et qui est remarqué par ce jeune docker qui s'appelle Tariq. Alors parlez-nous de ce bateau. C'est un ancien cuirassé russe qui est reconverti. Alors ce bateau qui s'appelle en russe c'est imprononçable, oui. Mais en français c'est Georges le Victorieux. Alors on est en 1921, c'est un bateau de guerre, c'est un cuirassé. C'est en fait, imaginez un château façon Louis II de Bavière, en tôle blindé, avec des encorbellements, avec des trucs qui dépassent de partout, etc. Une espèce de monstruosité sur la mer. C'est très beau, c'est très effrayant. Oui, c'était monstrueux, ces bateaux. Mais ils me faisaient rêver, ils continuent d'ailleurs de me faire rêver.
Et ils étaient extraordinairement vulnérables. Comme ça dépassait des morceaux de bateau de partout, on était à peu près sûr, en tirant dans cette direction-là, de le toucher. Et les impérialistes russes, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans du tsar, s'étaient battus contre les Japonais avec une flotte qui avait perdu la bataille. Et quand est arrivée la révolution russe, un grand nombre de Russes qui étaient coincés en Russie, qui ont voulu fuir les bolcheviks, se sont dit que le meilleur moyen, c'était d'utiliser ces vieux bateaux, qui avaient encore, dans certains cas, une hélice et une chaudière pour les faire fonctionner, et puis de fuir avec ça. Mais fuir où? Ils ont lancé un SOS en disant on est tout un peuple, si vous ne nous aidez pas, si vous ne nous accueillez pas, nous allons être massacrés. Personne n'a répondu. Ou plutôt, on leur a répondu ce que nous disons à certains des migrants, retournez d'où vous venez. Alors, ils se sont dit qu'il valait mieux se jeter quand même à l'eau, qu'il y avait peut-être une petite chance. Ils sont montés sur ces vieux bateaux rouillés, pourris. On les appelait les grandes orgues, parce que quand le vent soufflait, il rentrait et mugissait à l'intérieur des trous dans la coque, ça faisait un véritable concert d'orgue. Et avec ces bateaux-là, ils sont partis sur la mer en continuant d'envoyer des SOS. Qui veut de nous? Un seul pays a répondu, nous on veut bien de vous, et c'est tout à notre honneur, c'est la France. La France a dit, on est prêt à vous accueillir à un endroit particulier qui est la rade de Bizerte. La Tunisie était à l'époque sous protectorat français, et la rade de Bizerte a cette particularité d'être une surface d'eau, un plan d'eau assez profond pour ancrer des gros navires, mais en même temps qui est fermé de tous les côtés, sauf le chenal qui permet d'y accéder, ce qui fait que quand un bateau est sur la rade de Bizerte, on ne le voit pas de l'extérieur. Donc il était automatiquement protégé. Donc l'idée des Français, c'était de se dire, si on met ces bateaux russes sur la rade de Bizerte, ils risquent pas d'être bombardés, attaqués, coulés, torpillés, je ne sais pas, par la flotte bolchevique. Donc il leur a dit, ok, venez à Bizerte. Et ils pensaient, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ils pensaient en gros qu'ils allaient recevoir 500, peut-être 1000, allez, disons 1500 naufragés, exilés, migrants, etc. Bien évidemment, ils s'étaient trompés, il fallait multiplier ça par 10. Et ils ont vu arriver, les Français ont vu arriver une flotte hallucinante, une flotte fantomatique. Des bateaux dont certains avaient la cheminée qui pendait sur le côté, qui cognait contre la coque. D'autres avaient des canons qui se levaient, qui retombaient en fonction de la houle. C'était des horreurs. Ces bateaux dégageaient de surcroît une puanteur extrême, parce qu'ils n'avaient jamais été nettoyés, qu'ils étaient couverts de vomi, couverts de mazout. Enfin, c'était, passez-moi l'expression, c'est le seul mot qui convient, c'était dégueulasse. Et en même temps, c'était habité par des gens étonnants. Car pour entrer dans la rade de Bizerte, les émigrés russes s'étaient mis sur leur 31. Ils n'avaient pas emporté grand-chose avec eux parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire des grands bagages, mais ils avaient emporté les femmes des belles robes, les messieurs des uniformes de la marine impériale, et tout ça, effectivement, il donnait une impression de richesse en comparaison de l'horreur que représentaient ces vieux navires de guerre qui étaient en fait des épaves flottantes. Et ils sont allés sur la rade, ils se sont mis sur la rade de Bizerte, ils sont ancrés là. Vous n'imaginez pas la jubilation de ces gens qui quittaient une Russie où ils étaient menacés de mort, qui était une Russie où il faisait un froid de canard, il neigeait, c'était gelé, et ils arrivent tout d'un coup en Tunisie, il y avait des palmiers, il y avait le ciel bleu, il y avait la douceur du climat, il y avait des femmes avec des robes qu'ils n'avaient jamais vues, de toutes les couleurs, qui les acclamaient, les fameux you-you, etc. Et ils se sont dit, on est au paradis. Ils riaient, ils chantaient, ils remerciaient Dieu, ils remerciaient les Français. Et là, ils ont eu une mauvaise surprise.
c'est que l'amiral français qui commandait Bizerte à l'époque leur a dit, écoutez, la France vous accueille, c'est une affaire entendue. Sur vos bateaux, c'est une affaire entendue, mais il est interdit de mettre pied à terre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que les immigrés russes mettent pied à terre? Tout simplement parce qu'ils avaient fui le bolchevisme et que les Français craignaient qu'ils ne soient contaminés. Si jamais on les laisse venir à terre, ils vont transformer la ville de Bizerte, puis Tunis, puis toute la Tunisie, puis toute l'Afrique du Nord, en une succursale du marxisme-léninisme. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc ils étaient condamnés à rester sur les bateaux. Alors on peut comprendre leur déception sur le moment, mais en même temps, gros, moi je lève mon chapeau parce que ils sont restés 4 ans sur ces bateaux. 4 ans sur ces horreurs à peine flottantes. De temps en temps, il y en avait un qui allait au fond d'ailleurs. Mais bon, les superstructures restaient au-dessus. 4 ans à se débrouiller. Et alors, ils ont eu cette réaction de transformer le purgatoire ou l'enfer, comme vous voulez le voir, en une sorte de paradis. Et de ces bateaux collés les uns contre les autres sur la rade de Bizerte, ils ont fait une ville flottante, une ville russe, avec ses églises, je dis bien au pluriel, avec ses écoles, avec une salle de bal, avec des restaurants, avec un coiffeur, avec évidemment des fabricants de robes, etc. Et ils vivaient là sur ces bateaux comme ils auraient vécu dans une petite cité de la Russie qu'ils avaient quittée. Jusqu'au jour où ça devait arriver, la France a reconnu l'Union soviétique et à partir de cet instant, on a demandé aux Russes de quitter les navires en mettant à leur disposition des bateaux de guerre français qui les emmèneraient à Toulon ou ailleurs. Et là a commencé l'exode russe, si vous voulez. Mais cette histoire de ces bateaux réfugiés dans la rade de Bizerte, moi, elle m'a enthousiasmé. Moi aussi, oui. Alors, on va revenir un peu en arrière sur ce personnage de ce docker Tariq, qui est docker. Alors, parlez-nous un peu de qui il est. Il est berbère. Oui, alors oui, il s'est particulièrement bien nagé et ça, vous vous rendez compte de sa nage, c'est merveilleux. Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai une passion pour les berbères. Kabyles, c'est la même chose. Ils ont une culture qui est très antérieure à la culture arabe, qui est très compliquée, et en même temps foisonnante et fascinante. Et Tariq, il est ça, il a une famille berbère, donc il a une richesse intellectuelle, pas intellectuelle parce qu'il n'a pas fait d'études, mais il a une façon de concevoir la vie qui est de la façon berbère, et c'est une passion pour le vivre. C'est beau, la vie. Les berbères ont cette fascination pour l'existence, exister. Fascination pour la lumière, le soleil, la chaleur. Fascination pour la musique et la danse. Fascination pour la bonne bouffe. Alors, une noce berbère dure un minimum de 8 jours. Avec à raison de 2 à 3 repas par jour, et c'est pas des petits repas. C'est assez effarant quand on regarde les menus, on se demande comment ils survivaient à ça. Et donc Tariq est un homme de joie. C'est un rayon de soleil. Il est docker, ce qui veut dire qu'il fait un métier qui est dur, qui est viril, qui est fatigant. Il a une bande de copains autour de lui, qui sont ses amis dockers. Il est un peu leur chef, en tout cas, il leur donne des idées, etc. Et il est heureux, et il a ce qui arrive souvent chez ces gens-là, il contamine avec son bonheur, il le transmet aux gens, comme si c'était une heureuse maladie, si vous voulez. Parce que le bonheur peut se transmettre comme le malheur. Voilà qui est Tariq. Et alors, il a une passion, Tariq. C'est la natation en eau libre. C'est-à-dire pas dans une piscine, carrément dans la mer.
Et il a un rêve, c'est d'entrer dans un des clubs nautiques de l'époque. Il y en avait deux, il y en a un, je me rappelle, non, c'est la musulmane, l'autre je ne sais plus. Mais enfin, on demandait de faire une première épreuve de 10 kilomètres en eau libre. Alors, la nage était évidemment le crawl. Faire 10 kilomètres, c'est crevant, c'est long, c'est fatigant. Et donc, il s'entraîne tous les jours. Il va nager le matin. Et un matin, en nageant, au moment où il sort son bras, il touche quelque chose. Il s'arrête, évidemment. Il se demande ce que c'est dur. Il recule un peu pour voir ce que c'est. Et il voit une sorte de muraille haute qui monte devant lui. Comme il a l'habitude de nager dans cette lagune tous les jours, il n'a jamais vu qu'il y ait une barrière, il comprend pas très bien ce que c'est. Mais en tapotant, il y a des rivets. Ah, puis là, il y a un œil qui renvoie la lumière du soleil. Ah, mais c'est pas un œil, c'est une fenêtre. Non, c'est un hublot. Ah, j'ai touché un bateau. Et ce bateau, évidemment, se met à faire des bruits parce que c'est le fameux Georges le vainqueur, le glorieux, avec tous les gens qui sont dessus. Et notamment, c'est ce qui va donner son point de départ au roman, notamment une jeune fille qui ne voit pas, parce qu'à la verticale, il peut pas la voir. Hein, quand vous êtes à la verticale d'un mur, vous pouvez pas, même en se reculant. Mais elle parle, elle est avec une amie, quelqu'un de sa famille, et la voix de cette jeune fille, je sais pas si vous êtes sensible aux voix, moi je suis terriblement sensible à la fraîcheur, au côté cristallin de certaines voix, et la voix de cette fille, qui s'exprime en russe, donc il comprend pas ce qu'elle dit, le bouleverse. Et il veut absolument voir quelle tête elle peut avoir. Une voix, faut que ça, aussi belle, ça peut appartenir qu'à une femme, une jeune femme, merveilleuse elle aussi, féerique. Et donc il va tout faire pour la voir. D'abord, techniquement, en reculant, en essayant de prendre une distance. Et finalement, il saura à quoi elle ressemble et il sera évidemment pris d'amour. On est dans le monde du roman. J'ai voulu créer une histoire qui soit tout à fait romanesque. Donc, Yelena, c'est le nom de la petite russe, qui d'ailleurs n'est pas russe, je veux dire après. Elle est ukrainienne. Quand j'ai écrit le livre, quand j'ai commencé à écrire le livre, elle était russe. Puis là-dessus, il y a un personnage parfaitement détestable qui s'appelle Vladimir Poutine, qui envahit l'Ukraine. Et du coup, je me suis dit, je peux pas laisser Yelena avec un passeport russe, parce que les lecteurs vont pas l'aimer. En disant, c'est une fille qui est dans le monde de Poutine. Hein. Donc j'ai dit, petite cocotte, tu vas devenir ukrainienne. Donc je lui ai fait un passeport ukrainien et elle est devenue ukrainienne. Mais elle a la culture russe, bien évidemment. Elle a la beauté. Enfin, ukrainien, russe, c'est pareil, un peu au point de vue de la morphologie, etc. Elle a cette image qu'on se fait des jeunes filles russes avec les pommettes hautes, un regard d'un grand bleu, des muqueuses des lèvres très roses, etc. Elle est toute, c'est un ange avec une voix d'ange, elle est tout à fait ravissante. Mais c'est un peu l'histoire du petit poisson et du petit oiseau. Comment est-ce qu'on peut parler à un poisson quand on est un oiseau? Comment est-ce qu'on peut parler à un oiseau quand on est un poisson? Ils parlent pas la même langue. Ah si, ils parlent la même langue. Ça m'a sauvé. Ils parlent la même langue, pourquoi? Parce que Tariq, il est sous protectorat français, tunisien. Donc il parle le français obligatoirement. Sur les quais, il est obligé, pour travailler, de parler le français. Et Yelena, elle appartient à une famille aristocratique d'Ukraine. Et donc, en tant que telle, c'était aussi le snobisme de l'époque et du lieu, elle a appris le français. Donc ils peuvent communiquer entre eux. Donc j'ai pu écrire le roman grâce à ça. Alors, Yelena, elle est avec sa tante, hein, qui est une sorte d'acariâtre un peu, mais sympathique, très très attachante en même temps. Bah, elle est un peu capricieuse. Ouais, qui la chaperonne quand elles sont dans le train. Mais quand je dis capricieuse,
En fait, c'est parce vous comprenez, c'est pas très facile. Elle a 17 ans, Yelena. Elle vit dans un sublime manoir avec un père qui est à sa dévotion, qu'il adore, pour qui elle est la 8e merveille du monde. Et puis tout d'un coup, on décide que ça c'est fini, qu'il faut fuir. Il faut fuir. Il faut que tu t'enfuis, ma fille, sinon tu vas être massacrée, on va te couper le cou. Donc on l'arrache. Moi, je suis très très sensible à ça, l'arrachement. Comme quand on arrache une flie, vous savez, ces coquillages qui ont des formes de chapeau chinois, qui collent sur les rochers, les berniques. Et vous l'arrachez, ça fait un bruit de succion. Et en même temps, vous vous dites, pauvre bête, pourquoi est-ce que je lui fais ça? Je lui enlève son monde, je la retire de son monde. Avant même qu'elle soit tuée, elle est arrachée. Et l'idée d'arrachement, moi, me bouleverse. Oui, si on retrouve aussi l'arrachement dans John l'Enfer, par exemple. Tout à fait. C'est une question qui revient dans tous vos romans, à peu près. Oui, je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, que j'avais cette obsession de l'arrachement et que dans tout ce que j'écrivais, il y avait ça. John l'Enfer, oui, c'est un Indien Cheyenne qui est arraché à son monde, enfin le monde des Amérindiens, le monde des prairies, le monde des grandes chevauchées dans la lumière du matin, etc. C'est magique d'être un Amérindien. Mais tout d'un coup, c'est la ville qui est là. C'est une nation américaine exigeante, contraignante, et ce pauvre Cheyenne est obligé de se plier à ça, et il devient laveur de carreaux des buildings de New York. C'est-à-dire qu'il est obligé de rompre avec ce qu'a été sa vie, la vie de sa famille. J'ai vu plein de personnages arrachés comme ça. Dès le premier livre, d'ailleurs, le procès à l'amour, le héros, François, qui a 20 ans, est arraché à son amour. Il est follement, furieusement, sauvagement amoureux d'une jeune fille qui est un tout petit peu plus âgée que lui. Et ça marche pas, il lui dit que c'est pas possible, etc., qu'elle est trop évoluée pour lui. Bon. Et donc il est obligé, elle l'arrache à elle. Et c'est atroce, ça va aller jusqu'à ce qu'il va finir par se suicider. Parce que l'arrachement, vous savez, à 20 ans, on souffre d'amour. Les gens rigolent quand on voit des jeunes qui ont un chagrin d'amour. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. On peut avoir aussi mal à 14 ans qu'à 74 ans. Et c'est le cas ça va être le cas de ce garçon. Et de beaucoup d'adolescents et d'adolescentes que j'ai fréquentés et qui ont eu des chagrins d'amour. Et je connais au moins 3 jeunes filles qui, pas de mon fait, nous n'avions rien en commun, mais qui se sont donné la mort parce que des garçons les avaient abandonnés. Parce qu'on parle beaucoup de viol, de violence envers la femme. Ça, c'est une autre forme de violence que de l'abandonner. Je ne t'aime plus. C'est atroce d'entendre ça. C'est atroce. Quand une petite jeune fille de 16-17 ans a tout fait pour être belle, pour être aimée, et que le type sur qui elle a acheté son dévolu lui dit « Va-t'en, je ne t'aime plus », c'est atroce. Alors voilà, l'arrachement, oui, c'est un de mes thèmes. C'est pas fini. Et il y a un autre parallèle aussi avec John l'Enfer, c'est cette espèce de trio aussi amoureux, on peut dire, par rapport à Tariq. Tariq tombe amoureux de Yelena. Mais Yelena, il y a une autre personne dans l'équation également, comme dans John l'Enfer. C'est-à-dire que oui, mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que les 2 livres, je m'en suis aperçu il n'y a pas très très longtemps. D'abord, je ne relis en principe pas mes livres. Une fois qu'ils existent, ils ont des pantalons longs et je leur donne de l'argent de poche et ils vont vivre leur vie de livre. Hein. Mais je me suis aperçu qu'il y avait entre John l'Enfer et le nageur de Bizerte
qu'il y avait des correspondances, des résonances. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que quand j'ai écrit Le Jeu de l'enfer, quelque chose n'était encore pas terminé dedans. C'est difficile à savoir. Il y a deux façons, vous voyez, quand on est écrivain et qu'on arrive à un âge comme le mien, il y a deux façons de considérer ce qu'on écrit. Et l'une des façons que je découvre aujourd'hui avec l'âge, c'est que dans le fond, chaque livre que je croyais parfaitement autonome, indépendant, eh ben non, il est relié à un autre. Alors, je vais être très prétentieux dans la phrase que je vais prononcer maintenant, mais dans le fond, à partir d'un certain âge, on s'aperçoit qu'on fait une œuvre et pas simplement qu'on écrit des livres. Il y a des sortes de patrons de construction. Oui. De l'image, mais vous vous en êtes rendu compte chez les autres, étant donné que vous avez suivi des auteurs en tant que journaliste, en tant que juré, bon, on y reviendra. Mais chez soi, c'est plus compliqué de le concevoir. Mais quand des journalistes me disaient dans votre œuvre, etc., ça m'exaspérait parce que je trouvais ça une prétention sans nom. Une œuvre, non, des livres, oui, des bouquins. J'écris des bouquins. On ne va pas me parler d'œuvre, mais je suis bien obligé de constater qu'il y a un lien entre ces livres et que ce lien s'appelle œuvre. Alors, on va revenir un peu sur le nageur de Bizerte. Vous parliez du toucher, vous parliez de Louis, on entendait. La première fois qu'il voit aussi, c'est Yelena, c'est à travers un reflet, quelque chose de shakespearien. Elle est comme à son balcon, lui il est en bas dans l'eau, il voit. Et il y a aussi l'odorat qui est quand même très très présent. Ça sent la friture, beaucoup. Il y a les bonnes briques qui cuisent dans 3 huiles différentes. Cette boulette aussi de parfum. Ça, il y a un côté humoristique que Tariq offre à sa mère, qui est veuve parce que le père est mort. Il y a aussi l'odeur du bateau qu'on sent directement quand il arrive. Vous savez, j'ai consacré un livre, une partie de ce livre est consacrée à l'odorat. C'est le bureau des jardins et des étangs. Oui, bien sûr. Où vraiment le parfum a une place prépondérante. J'ai d'ailleurs écrit le livre parce que j'avais découvert qu'au XIIe siècle, au Japon, il existait un concours de parfum. J'ai oublié le nom japonais, mais enfin c'est... j'avais trouvé cette petite notule en bas d'un magazine et je n'arrivais pas à en savoir davantage. J'interrogeais des gens, me disaient non, peut-être ça existait, on sait pas. Et finalement, je suis tombé sur des livres japonais, des anciens journaux de cour, de dames de cour du Japon, qui racontaient ça. À Guimet, il y a actuellement, je pense qu'elle est en train de se terminer, une exposition où on parle aussi beaucoup de ça, des parfums au Japon et de ce concours hallucinant, parce que ça consistait, donc c'est l'empereur qui dirigeait le concours, donc c'était de très très haut niveau, et ça consistait à inventer un scénario. Je veux dire, le scénario que moi j'avais pris, l'empereur disait aux gens qui allaient participer au concours, alors voilà, nous sommes un matin brumeux, il y a un rideau de brume, de ce rideau de brume sort une jeune fille, très belle, qui avance, qui marche vers un pont japonais, vous savez, en 2001. Elle monte sur le pont, elle s'arrête sur le point le plus haut du pont, elle regarde la rivière en dessous d'elle, les herbes qui ondulent dans l'eau de la rivière, et puis elle reprend sa marche, elle descend du pont de l'autre côté, et elle entre dans un autre rideau de brume, et elle disparaît. Et l'empereur a ajouté, maintenant racontez-moi ça avec des parfums. C'était ça, vous vous rendez compte? Alors, il y avait à Kyoto, qui était la capitale impériale, il y avait à l'époque un magasin, dans le sens de l'endroit où on stocke, où il y avait des tas de morceaux d'encens venus de tous les endroits où on pouvait fabriquer de l'encens. Ces encens, évidemment, avaient tous un parfum légèrement différent. Et c'était en les associant que les maîtres parfumeurs japonais arrivaient à raconter une histoire comme celle-ci. Alors, d'abord, il y avait un encens qui donnait l'idée d'un rideau de brume petit matin, une brume mouillée.
Puis, la jeune fille, l'image d'une jeune fille, qu'est-ce que ça sent? Une jeune fille idéale, le matin, quand elle marche pieds nus dans un jardin. Puis elle montait sur ce fameux pont dont j'ai parlé, en dos d'âne, et il y avait sur le pont un peu d'humidité de la nuit. Et le bois humide a une odeur. Donc, il y a des morceaux d'encens qui devaient restituer cette odeur-là. Enfin, c'est hallucinant. Ils ont fait ça ils faisaient ça tous les ans. Des concours de parfums. Moi, je trouve ça totalement, c'est extraordinaire. Mais je suis un fou d'odeur, hein. Comme je dis souvent, j'ai un gros nez, il faut bien qu'il me serve à quelque chose. Je pense que j'ai dû être chien de chasse dans une vie antérieure. Mais les odeurs, et alors, j'aime évidemment les bonnes odeurs, comme tout le monde, mais je ne rechigne pas parfois devant une odeur jugée par le commun des mortels désagréable, parce que moi, elle m'évoque quelque chose. Je ne vous donnerai pas d'exemple, mais j'en ai dans ma tête qui tourne. L'odeur est probablement quelque chose un des sens les plus évolués, les plus fascinants. Je pense que vous avez tous lu, ou presque, Le parfum de Suskind. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu une envie de meurtre, parce qu'il avait écrit le livre que j'aurais voulu écrire. Et c'est fini, il l'a écrit. Hein, je voulais vous poser une question. Oui, non, mais c'est... Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Il a tout compris. Vous êtes un peu Jean-Baptiste Grenouille, alors? Un peu. Jean-Baptiste Grenouille. Oui, un peu. Oui, le crime et le mal en moins. Mais oui, quelque chose de ça. Alors bon, après, dernière question sur ce livre, après on passera un peu à d'autres aspects. Donc il y a aussi l'aspect de l'humour, il y a ces scènes touchantes avec la mère de Tariq, en fait. Il lui offre des fauteuils de barbier, il lui demande d'aller se mettre dehors sur ce fauteuil de barbier, ou alors cette histoire de cette boulette de parfum qui roule, qui pensant lui faire un trésor, en fait. Ouais, le coup du fauteuil de barbier, c'est une des scènes de roman que j'ai préféré écrire dans ma vie. Parce que je trouve c'est un acte d'amour. Il a une maman, encore une fois, ce sont des berbères, hein, donc ils ont une évolution. Il a une maman, Tariq, qu'il adore. Il trouve qu'elle est extrêmement belle, mais il n'est pas certain que les gens la voient aussi belle qu'elle est dans son regard à lui. Et comme il est docker, il travaille sur des vieux bateaux. Et un jour, sur un vieux bateau italien, un vieux petit paquebot italien, dans le salon de ce petit paquebot, il y a une sorte avec des miroirs, de petits salons de beauté, etc. Et devant les miroirs, il y a un fauteuil de barbier. Alors, c'est un fauteuil avec les accoudoirs en céramique, il est rouge. Et il lui vient une idée. Il y a qu'un fils amoureux de sa mère, mais amoureux dans le sens noble, hein, sans ambiguïté. Sans Oedipe. Ouais. Il se dit, si je pouvais prendre ce fauteuil. Simplement, le problème, c'est que le fauteuil, il est scellé dans le pont du bateau, dans le plancher du bateau. Et il a, pour quelques pauvres instruments, une lime, des bêtises comme ça. Et il va passer des heures à limer de manière à pouvoir détacher ce fauteuil du bateau. Et quand il a le fauteuil, il se met dessous, et puis il le porte. Mais c'est lourd! Jésus portant sa croix. Et il descend du bateau. Alors il y a ces copains dockers qui sont là, qui se marrent. Mais qu'est-ce que tu fais, Tariq? T'as l'air d'un chameau portant des... Ah, taisez-vous, etc. Puis, il monte jusque chez lui, là où il habite avec sa maman et sa sœur. Et en plus, c'est en hauteur. Donc, il faut que se trimballe cette horreur que ça lui scie les épaules, ça lui brise le cou, c'est épouvantable. Il arrive enfin à son domicile, il fait nuit, la maman fait dodo, c'est bien. Il pose le fauteuil de barbier à un certain endroit. En fait, il le met face à l'est, dans l'axe pile où le soleil va se lever. Il attend quelques heures qu'on s'approche de l'aube, et quand il sent poindre l'aube, il va réveiller sa mère.
Maman, viens. J'ai quelque chose à te montrer. Viens avec moi. Elle dit, laisse-moi tranquille, Tariq, je dors, je suis fatigué. Viens, maman, c'est très important. Elle finit par lui céder, et les voilà qui traversent la cour. Il l'approche du fauteuil de barbier. Elle n'a même pas remarqué que c'était un fauteuil, ni même que c'était un fauteuil de barbier. Elle pense à autre chose. Il l'assied sur le fauteuil, face à l'est. Il attend quelques minutes, il a très bien calculé son coup. Et là-bas, à l'est, à l'autre bout de la mer, le soleil monte. Et le soleil illumine avec une violence douce, mais extrême, le visage de cette vieille femme, gommant d'un coup toutes ses rides, gommant tout ce qui lui donne un âge que Tariq a du mal à supporter, parce que pour lui, elle est pour toujours la plus belle des plus belles. Elle est là, elle, prise dans la lumière, sans comprendre ce qui lui arrive, et il est en adoration devant elle, parce qu'il sait que dans quelques instants, dans la rue, vont passer les habitants de Bizerte, et qui vont voir sa mère en majesté, transfigurée par la lumière du soleil levant. C'est un beau cadeau qu'un fils peut faire à sa maman. La rendre belle comme ça grâce au soleil. C'est des personnages intéressants à décrire. Je confirme. Alors, revenons un peu sur John l'Enfer. Donc, c'est un récit presque de science-fiction, atypique en tout cas, quasiment apocalyptique, qui en 77, donc qui vous a valu le prix Goncourt. Donc, les tours de New York sont un peu gangrénées et fragiles. Elles apparaissent très fragiles, comme si elles allaient s'effondrer comme des châteaux de cartes quelque part. Qu'est-ce que vous avez ressenti après, quand le 11 septembre, forcément 2001? Le 11 septembre, ça a été pour moi un moment de deuil, parce que vous avez pensé à John l'Enfer. Évidemment. Vous savez, John l'Enfer est né je me promenais, j'étais jeune journaliste, et on m'avait envoyé à New York pour parler de New York. Donc, je me promenais dans New York, c'était au mois de juin, il faisait une chaleur d'enfer, c'était le matin, et je me disais, il faudrait que je déjeune avant qu'il ne fasse trop chaud. Et j'avise à ce moment-là un restaurant, une gargote, comment dire, exotique, qui avait l'air sympathique, il n'y avait personne. J'entre, il y avait la patronne de ce restaurant, qui était une femme très belle, avec un sari et des ongles très longs, vous savez comme ont les danseuses de Bali. Et elle me dit, vous désirez? Je lui dis, écoutez, j'ai chaud. Il y avait la clim chez elle. Est-ce que je peux avoir à déjeuner rapidement? Mais bien sûr, installez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas, moi, quelque chose de frais. Elle me dit, une salade? Oh, je dis oui, une salade bien fraîche. Je m'assieds, mais je vais vous la préparer. Et elle disparaît dans la pantine de la cuisine, enfin l'office à côté de sa cuisine. Et elle revient très peu de temps après avec un bol en bakélite noir, que je reverrai toute ma vie, d'où dépassaient des machins verts et des machins rouges. Alors, les machins verts, c'était des feuilles de laitue, et les machins rouges, c'était des bouts de tomates. Elle me dit, voilà une salade New York. Alors, je dis, c'est ça, c'est une salade New York, c'est une salade de tomates que vous me servez. Non, c'est une salade New York. Je dis, madame, non, cette feuille de laitue, tomates. Mais attendez, c'est pas fini. Elle approche le bol de bakélite du mur de son restaurant, mur intérieur, et avec ses longs ongles, elle gratte le mur et elle fait tomber dans ma salade New York la poussière de son mur, la pulvérulence de la pierre, et elle me dit, voilà une salade New York. Alors je lui dis, c'est dégueulasse. Elle me dit, non, mais c'est peut-être dégueulasse, mais c'est New York. Vous allez manger la ville. Et vous allez la manger parce qu'elle est fragile. Parce que c'est une victime. Parce que c'est une proie. Et le fait est, on peut oublier aujourd'hui, c'est que à la fin des années 70, New York était au bord de la faillite. Et elle me dit, vous savez, plus rien ne tient ici. Il y a des gratte-ciels qui vont s'écrouler.
il y a des parkings qui vont se remplir d'eau et s'inonder. Bref, elle me décrit un tableau apocalyptique de la mort de New York. Tant et si bien que moi, j'étais journaliste, donc j'ai le réflexe du journaliste de dire « Putain, quel papier !» En sortant de son restaurant, je me suis précipité au quartier général de la police et j'ai demandé « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans cette ville ? Est-ce que c'est vrai qu'elle est en état de mort, enfin d'agonie ?» Elle me dit « Oui, oui. » Je suis parti avec une voiture de patrouille. Ils m'ont montré les lieux où la ville se délitait petit à petit. Alors, ça a changé. Et Dieu merci, New York n'est plus dans cet état de crise. Elle a remonté la pente. Il y a eu l'affaire des tours, mais c'est pas la ville elle-même elle a été attaquée. C'est pas une mort de maladie. Alors que moi, cette femme de ce restaurant baliné m'a expliqué que New York mourait d'une sorte de peste de la pierre. Donc j'ai écrit le livre à cause de ça. Mais vous l'avez mangé, cette salade? Oui, j'ai mangé la salade New York. Mais en fait, il y avait beaucoup de feuilles de laitue et beaucoup de tranches de tomates, ce qui fait que la pulvérulence du mur disparaissait là-dedans. Mais une sorte de parmesan. Oui, je sais si vous voulez. Oui, j'ai une sorte de parmesan. J'ai du New York en moi. Donc, bon, vous avez eu le prix Goncourt pour ce livre. La question que vous avez dû vous poser 50 fois, quel souvenir vous gardez de ce moment? Ah bah écoutez, ça a été extraordinaire parce que on est en 77 et c'est l'année, ça a été l'année phare de ma vie. Je me suis marié en 77 et je suis toujours éperdument amoureux de ma femme. Et donc c'est un grand moment et nous étions tous les deux très heureux. On venait de se marier, très heureux, mais en même temps on tirait un peu le diable par la queue parce que j'étais un jeune auteur avant d'avoir le Goncourt. On est un jeune auteur. Après avoir le Goncourt, on est un auteur. C'est idiot, mais c'est comme ça. En une seconde, votre vie change. Et là, j'étais encore la seconde d'avant. Nous étions, mon épouse et moi, la seconde d'avant. Et tout d'un coup, ça a basculé. J'étais chez mon éditeur, Jean-Marc Roberts, et j'ai entendu Armand Lanoux, qui était secrétaire général de la Goncourt, dire « Le prix Goncourt 1977 a été attribué cette année au roman de John ». J'ai plus écouté la suite, ça pouvait être que John d'enfer. J'ai fait un bond. Je suis retombé sur le lit de Jean-Marc, qui a poussé un cri de détresse. Je l'avais cassé. Et je lui ai dit, je te jure, je t'en rachète un. Maintenant, je m'en fous t'en racheter tout un magasin de lits, si tu veux. Je n'ai pas fait, d'ailleurs. Je sais pas comment il s'est débrouillé par la suite. Mais en tout cas, c'est ce souvenir-là. Et c'est vraiment extraordinaire quand vous êtes jeune marié. Alors, d'abord, jeune marié et jeune écrivain à la fois, on a une envie irrépressible de prouver à sa jeune épouse laquelle on a une admiration, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, on a envie de lui prouver qu'on n'est pas le dernier des derniers, que si on n'est pas un génie, on a quand même un petit talent. Et bon, et je me disais, et le Goncourt me permettait de dire à ma femme, toi, j'ai quand même eu ça. Bon. Donc c'est un moment absolument, pour moi, extraordinaire. On en a profité pour créer notre premier enfant. Donc 77 était une très grande année. Et je le savais parce que pendant la Première Guerre mondiale, mon père qui a fait plein de choses dans sa vie, était aviateur de l'escadrille des Cigognes, et il volait sur des espèces de ramassis d'avions en bois et en toile qui tenaient ensemble, on se demande comment. Et un jour, il se fait pourchasser par un avion allemand qui lui tire dessus et qui l'envoie au tapis. L'avion de papa s'écrase par terre, sur le sol. Papa sort de là plus ou moins assommé, mais vivant, saignant de partout.
Et comme c'était quelqu'un qui était curieux, et qui était, à la vie, c'est quand même marrant, il arrive des choses drôles, il fait le tour de son épave, et il compte le nombre d'éclats d'obus qu'il y avait dans l'avion. Il y en avait 76. Plus un qu'il avait dans l'épaule. 77. Tout le monde lui disait, vous savez, vous avez une chance de cocu, parce que échapper à la mort comme ça. Et il m'a toujours dit, 77 est notre chiffre. Et 77 est ton chiffre. Alors, 1977, oui. Alors, j'attends maintenant 2077. Pourquoi n'irais-je pas jusque-là? En tout cas, le 77 est un bon chiffre. Je vous le prête, si vous voulez, comme chiffre. 95, c'est une belle année aussi. 1995, c'est une belle année aussi, l'entrée à l'Académie Goncourt. Ah ça oui. Comment on rentre à l'Académie Goncourt? On peut pas être candidat. On postule pas comme à l'Académie, c'est ça? Non. Il n'y a pas de candidature à l'Académie Goncourt. Il faut qu'on soit coopté par les autres. Il faut d'abord qu'il y ait une place vide, donc qu'il y ait soit un mort, soit un démissionnaire, soit un bon. Et à partir de ce moment-là, il faut que les autres pensent à vous et puis décident de vous élire. Moi, j'en avais une envie folle parce que quand j'étais enfant, mes parents avaient, comme parmi leurs meilleurs amis, un type qui s'appelait Gérard Bauer et qui était secrétaire général de l'Académie Goncourt. Il signait Guermantes et il venait déjeuner ou dîner 2 fois, 3 fois par semaine à la maison. C'est des amis très intimes. Et pendant le repas, il nous racontait ce qui s'était dit, ce qui s'était passé autour de la table de l'Académie. Donc pour moi, Académie Goncourt et littérature, c'était la main dans la main. J'imaginais pas qu'on puisse faire de la littérature sans être dans de l'Académie Goncourt. Mais comment y arriver? Mais alors en même temps, c'est chronophage. Donc quand trouver le temps d'écrire entre mai et juin, quand vous recevez tous les livres, à peu près, c'est cette période-là, pour le prix Goncourt. Vous arrivez à écrire pendant cette période? Non, si je suis tout à fait honnête, j'écris mal pendant il y a trop à lire. Il y a trop à lire. Bon, alors, attendez, j'ai quand même une méthode de lecture qui est une lecture rapide. Je lis très vite. Les livres, je lis au minimum 40 pages de chaque livre. Si au bout de 40 pages, je suis pris, je continue jusqu'au bout. Si au bout de 40 pages, je ne suis pas convaincu, je vais lire les 20 dernières pages, parce qu'on peut toujours se rattraper à la fin. Et si au bout de 40 pages, je ne suis pas convaincu, et que les 20 pages finales ne me convainquent pas non plus, je n'insiste pas, je laisse les livres de côté, et on en discute avec mes camarades autour de la table. D'ailleurs, ce qui est un peu miraculeux, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord. Certaines rentrées font 600 titres. On lit pas les 600 livres, mais on peut en renifler beaucoup, vraiment beaucoup. Et on arrive à tomber d'accord sur 15 titres. À chaque fois, je trouve que c'est un miracle. Ces 15 titres, il y aura ensuite 8 titres, puis 4 titres, puis 1 titre. Le gagnant. Et alors, l'Académie Goncourt, c'est toujours cette... on parlait autrefois d'une bande de copains, un petit peu, c'est toujours le cas? Ah oui, enfin, j'espère. Moi, ce sont mes amis, mais j'y pense tout le temps. J'ai beaucoup d'admiration pour eux en tant qu'écrivain. Il y a de très belles plumes à l'Académie Goncourt. Et j'ai aussi de l'admiration pour les hommes qu'ils sont. Certains ont vraiment des histoires de vie. Georges Champrin, par exemple, qui était un rescapé des camps de la mort, il nous a raconté des histoires, ça donne le frisson. Et on se dit en même temps, mais qu'est-ce que je suis pas digne d'être à côté de ce type-là? Il a vécu des choses tellement atroces que bon. Mais je découvre en plus des caractères, des gens que je connaissais mal ou pas. Christine Angot, par exemple. Je connaissais mal Christine. Je la connaissais un petit peu à travers Jean-Marc Roberts, qu'il avait eu il avait été son éditeur. Elle m'a dit un jour, elle est formidable, cette fille-là. Mais bon, après, ils s'étaient fâchés tous les deux, ce qui fait que bon, c'est pas davantage
intéressé à Christine Angot. Et puis on l'a élu à l'Académie Goncourt. Et non seulement j'ai pas mis d'opposition, mais j'ai dit oui, c'est une bonne idée. On va la découvrir, on va voir ce qu'elle est. Et c'est une fille formidable. Donc c'est joli de faire des découvertes. C'est un bel écrivain, mais c'est une belle écrivaine, mais c'est aussi une belle femme. Je suis très sensible à ce qu'elle dit ou elle fait. Goût et les couleurs. Alors, le Goncourt, c'est quand même beaucoup d'enjeux pour les écrivains. Est-ce que finalement, ça ne biaise pas votre rapport à vos collègues écrivains aussi, d'occuper cette position? Donc, beaucoup doivent venir vers vous avec une idée derrière la tête aussi. Ah oui, alors ça... Vous le sentez, vous avez le nez pour ça. Pas que vers moi. On parlait de l'odorat. On est 10, donc on est 10 à voir arriver de temps en temps une cour de gens qui nous font du rentre-dedans, mais en fait, qui ne veulent qu'une chose, c'est d'avoir une voix au moment du vote. Mais c'est bien légitime. Et l'enjeu est énorme. Beaucoup de galères. Bon, écoutez, quand je l'ai pas fait quand j'étais jeune écrivain, mais ça me démangeait. Parce que certains, je les rencontrais, par exemple Hervé Bazin, je l'ai beaucoup rencontré, beaucoup croisé, on était chez le même éditeur, et ça me brûlait de lui dire « Est-ce que vous pouvez pas voter pour moi ?» Bon, je l'ai jamais fait, mais j'en ai tellement eu envie. Ça s'est peut-être lu là, je sais pas, peut-être un écran. C'est que le prix Goncourt, c'est un cadeau qu'on fait à un auteur. On lui change sa vie, hein, faut pas se leurrer. On n'est plus le même après ou la même après qu'avant. Et ça permet aussi de prendre la mesure de ce qu'on écrit. Moi, j'ai un plus grand respect pour l'écriture maintenant que je lis tous ces livres des autres, parce que je me rends compte à quel point l'imagination de l'être humain foisonne et c'est des jardins extraordinaires, comme dit Charles Trenet. Il faut faire vivre les prix. Parlons un petit peu de votre travail, pour finir, de votre travail dans le cinéma, de votre travail de scénariste. Alors, vous avez travaillé à l'adaptation du Comte de Monte-Cristo dans une série franco-italienne réalisée par José Dayan. Quel souvenir vous en gardez? Le meilleur souvenir du monde. Parce que personne croyait en ce projet. Personne croyait en ce projet parce que jusque-là, on avait toujours fait des contes de Monte-Cristo qui étaient des personnages en frac, chapeau haute forme, canne à pommeau d'argent, qui buvaient le thé avec le petit doigt en l'air, qui étaient des aristos. Et quand on a décidé de faire Comte de Monte-Cristo, José m'a dit, tu sais à qui j'ai pensé pour faire le Comte de Monte-Cristo? Alors, je cherche parmi les gens qui pouvaient être beaux en frac, là. Je trouve pas, il me dit, à Gérard Depardieu. Je vois, c'est une drôle d'idée, c'est pas du tout le genre de... Et puis je réfléchis, puis je relis le livre de Dumas. Et qu'est-ce qu'il raconte, Dumas? Il nous raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle pas le Comte de Monte-Cristo, il n'existe pas le Comte de Monte-Cristo, qui s'appelle Edmond Dantès, qui est un galopin d'une vingtaine d'années, qui adore la navigation, et qui est engagé sur des 3 mâts, qui vont chercher des épices en Asie, en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Et notre Edmond Dantès vit dans le gaillard d'avant, avec les matelots. Oh, il n'est pas le commandant, il n'est pas le fils du capitaine, il est un matelot comme les autres. Un peu braillard, il l'avoue lui-même. Je pense que c'est pas du tout le genre à boire le thé avec le petit doigt en l'air. Prend plutôt les autres poulets comme un scrunch. C'est plutôt une espèce de brute mal dégrossée, avec un bon fond. Et tout d'un coup m'est apparue l'évidence de ce que me disait José, qu'effectivement, si on voulait être respectueux du personnage qu'avait créé Dumas, c'était plutôt Gérard Depardieu que, je sais pas moi, un personnage qui aurait pu faire l'affaire à Yves Montand, un truc comme ça. Hein, c'était vraiment une espèce de personnage dur, brutal.
mal embouché. Ouais. Il se trouve que on a gagné. C'était bien ça. Et ça a été extrêmement jubilatoire, surtout, je crois, pour José, qui vraiment s'était battu contre une chaîne. Le film a coûté horriblement cher. Et la chaîne de télévision hésitait. Elle revenait tout le temps, ils sont Depardieu, je veux Depardieu. Oh, José, il n'est pas séduisant, c'est pas ce qu'il faut. On n'a jamais pris des gens comme ça pour faire le Comte de Monte-Cristo. Didier m'a expliqué que c'était un matelot qui vivait dans le Gaillard d'avant, etc. Elle avait raison. C'est une femme qui a un instinct formidable, José. Je fais d'autres avec elle. Elle ne se trompe pas dans ses castings. Et on a fait un film qu'on a adoré. Alors, ce qui a été formidable, c'est que le film est donc sorti. Le premier épisode est sorti un lundi soir, je crois. Et le mardi matin, quand on a eu les résultats, ça volait au-dessus de tout le monde. On avait écrabouillé la concurrence. Et surtout, on avait atteint des scores que la télévision n'atteignait pas. J'ai gardé des pages entières de la presse de l'époque. Alors, il y avait ce casting, il y avait des acteurs formidables autour de lui. C'est une très, 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 très belle aventure. C'était TF1, oui. On a été bien accompagnés par la chaîne. Après ça, elle nous a fait... Alors, c'est là où je trouve que José Dayan est quand même formidable. Après un succès pareil, évidemment, la chaîne lui dit et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Tout le monde s'attendait à ce qu'elle ressorte je sais pas, un roman hyper connu, etc. Elle dit une vie de Balzac. Tête des gens de TF1. Quoi? Balzac, l'écrivain? Vous voulez raconter la vie d'un écrivain? Elle dit, ben oui. Mais enfin, José, ça va pas marcher. Elle dit, je m'en fous. C'est ce que j'ai envie de faire. Vous me demandez ce que je veux faire. Je veux faire ça. Si vous voulez pas, je vais à France 2, moi. Alors, TF1 a dit d'accord. Elle a encore fait un score énorme. Bon, c'est la télévision comme je l'aime. C'est une télévision qui c'est des coups de cœur. Et c'est de prendre la bonne personne pour faire le bon. Moi, je me rappelle qu'on avait fait, elle était totalement inconnue. Au temps où je dirigeais la fiction de France 2, j'avais une envie folle, c'était de faire un film avec comme héros ou héroïne, je n'étais pas encore très fixé là-dessus, une personne de petite taille, ce qu'on appelle communément un nain. Pourquoi? Parce que on est tous le nain de quelqu'un. On a tous, enfin moi en tout cas c'est mon cas, on a tous quelqu'un au-dessus de nous, ne serait-ce que le contrôleur des impôts. Et donc, quelque part, on est tout petit. Parce que le patron de la télé à ce moment-là, c'était France 2, me dit, mais attendez, vous n'allez pas faire un film ça n'intéressera personne. Des personnes de petite taille, il n'y en a pas tellement que ça. J'ai dit, croyez pas ça, président. Tout le monde a des gens au-dessus de lui. Tout le monde a des géants au-dessus de lui. On le remarque pas, mais on a tous des géants qui nous font peur, qui nous appuient sur la tête, etc. Donc, alors je cherche un sujet, je ne trouve pas de sujet, et un matin, sur le coup de 11h, j'étais dans mon bureau de France 2, et ma secrétaire m'a dit, il y a une dame qui voudrait vous voir, elle n'est pas très grande, hein. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut? Vous raconter une histoire. Alors, on a fait entrer la dame, elle m'a dit qu'elle s'appelait Mimi Mati, personne ne connaissait, hein. Et elle me dit, voilà, je crois que vous cherchez une histoire avec une personne de petite taille. Je suis une personne. Je dis, oui, vous êtes charmante. En plus, je ne sais pas, la question n'est pas là. Je vais vous raconter ce que c'est la vie d'une personne de petite taille. Et elle commence à me raconter ses problèmes les plus cornichons qu'on puisse imaginer. Comment mettre sa carte de crédit dans un distributeur, étant donné que ça n'a pas été prévu pour des gens comme elle. Etc., etc., etc. Et elle me dit, voilà, imaginons que je sois, je sais pas moi, une histoire où je serais une bonne enfant, une nounou. Et voilà, on a sorti, et c'était Jean-Pierre Elkabbach qui était président de France 2 à l'époque.
Et il me disait, mais on va se ramasser avec cette histoire. On va se prendre un gadin. Vous êtes malade de faire des films comme ça. J'ai écouté Jean-Pierre, c'est pas très très grave. Si ça marche pas, je démissionne, on n'en parle plus. Oui, non, mais c'est pas ça la question. Mais enfin, vraiment, c'est gâcher l'argent du public. C'est que c'est l'argent des téléspectateurs avec lequel on fait les téléfilms. Si je sais, je vous répète qu'on est les nains de quelqu'un, donc ça va intéresser les gens. Bon, certainement pas, mais enfin bon, parce que il est tourné votre film. Je dis, oui, il est tourné. Je peux le voir. Bien sûr, on peut le voir. Donc je lui montre. Elle dit, oui, c'était émouvant, mais ça peut pas marcher, un truc pareil. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se prendre? Sans compter la critique. Le lendemain, le film passe, et le lendemain matin, j'avais une projection, donc j'étais en projection, et quand on est en projection, on a un petit appareil avec une lampe. Si la lampe s'allume, ça veut dire qu'il y a une communication téléphonique urgente à prendre. La lampe s'allume, je décroche, je dis qui est là? C'était mon assistante qui me dit, on a les résultats de, je dis, c'est une catastrophe. Elle me dit, c'est un triomphe. Je dis, c'est un triomphe. Elle me dit, c'est un triomphe. Mimi Mati est devenue une star en quelques heures. Comme quoi, quand vous avez une idée, qu'elle est justifiable, qu'elle vous tient au cœur, etc., il faut la jouer. Il faut pas avoir peur. Et ça a changé la vie de Mimi, hein. Et celle de pas mal de personnes de petite taille, par la même occasion. Alors, avant de laisser la parole à Françoise, il y a une question qui me taraude dans ce que vous avez dit, et je ne pourrais pas partir sans l'avoir posée. Vous disiez tout à l'heure que, avant le Goncourt, on était un jeune auteur. Goncourt, on est un auteur. Mais alors, dans ce cas, quand est-ce qu'on est un écrivain? C'est... Ça ouf. Faut être canonisé, C'est une sacrée question, Simon, ça. Est-ce qu'on n'est jamais un écrivain? Je crois qu'on est un écrivain quand on s'assied à sa table de travail et qu'on fait le vide autour de soi et qu'on se met à écrire. Ou quand on a envie de cette phase-là, de se mettre à sa table de travail, etc. C'est dans le désir. Et quelqu'un vient vous mettre des barrières. Il faut d'abord que tu fasses ceci, d'abord que tu fasses cela, rappelle machin, truc te demande, etc. Bon, vous m'empêchez d'écrire. Vous m'empêchez de vivre, parce que je ne peux vivre qu'en écrivant, je suis un écrivain. Je crois mais c'est pareil pour les peintres, pour les musiciens. Je crois qu'on mesure mal, c'est la notion d'artiste. C'est bête, mais un écrivain, c'est un artiste. Et c'est vital. Moi, je peux faire plein de choses, mais ce qui est le plus important de tout, c'est d'écrire. Peut-être que j'écris des conneries aujourd'hui, je me rends pas compte. Parce que mon nouveau roman sera intéressant. J'en sais rien. Mais moi, je peux pas m'empêcher de l'écrire. Et je peux pas m'empêcher de m'endormir en y pensant et de me réveiller en y pensant. Non pas qu'il tienne la place d'autre chose, mais voilà, il est un battement de cœur, il est ma vie. J'ai toujours été ému par quelqu'un que vous connaissez de nom, qui était Marcel Carnet, le réalisateur, pour qui j'ai eu le bonheur de travailler, et qui avait une passion du cinéma. Dans passion, il n'y a pas terré, il y a souffrir. Et la chose qu'il aimait le plus au monde, c'était s'asseoir à côté d'une caméra et d'appuyer sur le bouton pour qu'elle tourne, et d'entendre le tic, 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 même si ça filmait rien, même s'il n'avait pas d'acteur, même si les lumières du studio n'étaient pas allumées. Le bruit, il me disait, il n'y a rien de plus beau, c'est le bruit de la vie. Hein, mon petit vieux, c'est le bruit de la vie. C'est le bruit de la vie. Je dis, oui, Marcel, c'est le bruit de la vie. Et quand il a voulu faire son dernier film, dont il a tourné 10 minutes et puis il n'a pas pu faire plus, qui était Mouche, d'après Guy de Maupassant, au bout de 5-6 jours de tournage, il s'est littéralement effondré, il n'était plus capable de diriger, ni de dire où il fallait mettre la caméra, etc. Et là, je l'ai vu qui pleurait, c'est-à-dire j'ai vu les larmes qui coulaient sur son visage, qui commençait vraiment à se rider. Et je me disais, l'homme qui a fait
les films admirables qu'il a fait, il pleure. Il pleure parce qu'il ne peut plus, il ne sait plus faire du cinéma. Et j'ai trouvé, les 10 minutes qui existent de ce film, on peut les voir, on les trouve sur Internet, je crois en passant par, je sais que moi j'ai vu là, c'est pas extraordinaire, mais c'est extraordinaire quand on sait à quel point elles lui ont coûté la vie quelque part. Donc l'art, c'est pas rien du tout, hein. L'art, c'est pas simplement, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas, c'est vital. C'est la nécessité qui fait l'écrivain, peut-être. Hein? C'est la nécessité qui fait l'écrivain, oui, finalement. C'est une nécessité. Bon, je crois que c'est... Mais vous le savez, puisque vous écrivez. Oui, Bah, moi, je suis auteur. C'est ça, pour l'instant. Très bien. Je pense qu'on pourrait, sur ce mot, c'était un beau mot pour terminer cet entretien, en tout cas, très agréable moment d'entretien. Et je vais laisser donc la parole à Françoise. Merci beaucoup. C'est très agréable de vous entendre, de vous écouter, Monsieur Decoing, raconter. J'aurais aimé, juste pour l'anecdote et puis pour se faire plaisir, que peut-être vous racontiez rapidement. Vous m'avez dit, je suis très heureux d'être à Enghien. J'ai connu Enghien, je suis déjà venue. Et vous m'avez raconté une petite anecdote pour faire plaisir aux Anghénois, se faire plaisir. J'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez connu Enghien et en compagnie de qui J'ai connu Enghien comme j'ai connu New York, c'est-à-dire que en tant que jeune journaliste, et j'avais comme patron de presse, il dirigeait une page, ce qu'on pourrait appeler une page People, qui était Philippe Bouvard, qui a été un grand journaliste et un homme merveilleux qui pour moi a terriblement compté. Et Philippe avait une passion, il y a plusieurs passions dans la vie, les grosses voitures, Jean Ferrari, etc. Et le jeu. Or, il aimait, comme beaucoup de joueurs, contaminer les gens qu'il aimait bien. Il avait un rêve, c'était de me transformer en joueur. Je n'avais pas l'argent pour jouer, alors il m'en donnait. Et il avait trouvé l'endroit idéal pour m'initier au jeu, c'était évidemment Enghien, parce que c'était ce qu'il y avait de moins loin de Paris. Après, il est allé à Deauville, et puis à Cannes, etc. Mais Enghien, ça a été 3 soirs par semaine, dans certains cas. On entrait dans le casino. J'ai dit, non, Philippe, allez jouer si vous voulez. Moi, non, je veux pas. Si. Vous savez pas ce que c'est fabuleux. Attendez, je vais vous donner de l'argent. Alors, il sortait des liasses de trucs. Mais beaucoup. Pour moi, jeune journaliste, c'était mon salaire, multiplié par 2 ou 3. Et il me disait, allez, jouez ne vous inquiétez pas. Si vous en avez plus, je vous en donnerai. Et j'étais fasciné par ça, et fasciné par l'endroit où ça se passait, à cause du lac, à cause du côté... cette ville, j'ai pas écrit de roman qui se passe à Enghien, mais j'aurais bien aimé, ou faire un film. Cette ville avec son lac a quelque chose d'exotique, enfin qui fait rêver. Elle est très très différente de tout ce qu'il y a autour de Paris. Enghien, c'est Enghien, et je vois ce petit bonhomme qui est Philippe Bouvard avec sa Ferrari dans les rues d'Enghien, s'arrêtant devant le casino. Allez retenir une table pour nous deux. J'arrive avec l'argent. J'ai rentré, on leur me dit, qui êtes-vous? Je suis avec Monsieur Bouvard. Il est où, Monsieur Bouvard? Il gare la voiture. Il gare sa Ferrari. Alors le portier me laissait entrer. Et j'allais retenir une table. Et Philippe arrivait avec le pognon. Il m'en donnait un tout petit peu. Enfin, pour moi, c'était beaucoup. Et lui, il en jouait, c'était incroyable. Jusqu'au jour où il m'a montré une chose, il m'a dit, vous voyez, faut pas en arriver là. Là, c'était pas Enghien, c'était à Deauville, un vieil homme
qui avait la maladie de Parkinson, donc il tremblait de partout. Donc il ne pouvait pas toucher les plaques, il ne pouvait pas toucher les jetons. Il avait à côté de lui on va dire son majordome, à qui il disait tant sur le 35, tant sur le 12, les chevaux du 14, etc. Il avait même pas, vous voyez, il a même pas la jouissance ou de ramasser, etc. Mais il joue quand même, parce que c'est plus fort que tout. C'est terrifiant, ça. J'ajoute, parce que je l'avais pas précisé, non seulement il était aveugle, donc il n'avait même pas la jouissance de voir la petite bille s'arrêter dans la case qu'il avait prédite. Mais si on joue sagement, c'est magnifique.